variole du singe ou la variole simienne ou encore Mpox, terminologie adoptée par l'OMS depuis 2022. C'est de cela qu'il est question dans notre émission. Les spécialistes vous parlent. Et celui que nous recevons aujourd'hui, c'est le docteur Lidor Bawé. Il est infectiologue. Docteur Bawé, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir encore ici dans votre bureau pour qu'on puisse parler d'un sujet qui défraie la chronique. C'est parti tout doucement, RDC, et aujourd'hui, toutes les frontières sont menacées. C'est quoi encore cette nouvelle menace épidémique sur l'humanité, sur le continent africain? Oui, on parle aujourd'hui de la variole du singe qui est devenue une menace de portée internationale. Et quand on parle d'urgence sanitaire de portée internationale, c'est qu'il y a une propagation rapide de pays en pays. Et donc, quand ça commence dans un pays, ça peut, si on ne prend pas des mesures, on peut retrouver la maladie dans un autre pays. Et donc, la variole du singe fait partie de ces maladies qui sont aujourd'hui de portée internationale. Alors, c'est vrai, on verra bien d'où il est venu et comment est-ce que l'homme l'a contracté, mais avant, cet élément visuel et sonore, et nous revenons. Maladie virale contagieuse pouvant infecter les personnes de tout âge, la variole du singe, encore appelée le Mpox, se transmet par contact direct ou indirect avec du sang, des liquides organiques ou des lésions de la peau. L'OMS a déclaré que l'épidémie de variole représente une urgence de santé publique de portée internationale. Le Mpox est signalé en RDC depuis plus de 10 ans. Les pays tels que le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda sont également touchés par le Mpox. En RDC, le dernier bilan selon le CDC Africa faisait état vendredi de 17 342 cas suspects, 3 167 cas confirmés de Mpox en laboratoire par l'Institut national de santé publique et 582 morts. Le 10 août 2024, le Nigeria dénombrait 786 cas suspects et 39 cas confirmés. Ainsi, l'OMS a débloqué 1,45 million de dollars de fonds de contingence pour les urgences. Dans un communiqué datant du 15 août 2024, le ministère de la Santé du Togo, quant à lui, a annoncé le renforcement à tous les niveaux de la surveillance épidémiologique sur le territoire togolais, particulièrement au point d'entrée pour assurer la détection précoce du Mpox. Docteur Bawé, vous l'avez dit, si rien n'est fait, c'est que très vite, la propagation va être fulgurante, mais on voit déjà ce qui se passe aujourd'hui en RDC. Il y a d'autres pays également qui sont sous la menace, et vous avez dit les frontières étant aussi poreuses que nous le savons en Afrique, et aujourd'hui le monde d'ailleurs, qui se réduit à un petit village, ça veut dire que tout le monde est finalement menacé. Oui, effectivement, tout le monde est menacé. Et quand on prend le cas de la RDC est une zone forestière. Et donc la plupart des maladies, des épidémies proviennent de là. Même le VIH viendrait du Zaïre à l'époque, à cause de la zone qui est forestière. Et la première contamination, c'est une zoonose, c'est-à-dire que l'homme se contamine à partir du contact avec l'animal. Et une fois qu'il est contaminé, quand il s'agit d'une maladie contagieuse, on a ce qu'on appelle la contamination interhumaine qui se fait d'homme à homme. Et cette contamination d'homme à homme, comment est-ce qu'elle s'opère? Oui, la contamination d'homme à homme, elle s'opère par la connaissance des moyens de transmission du virus. Donc, il y a plusieurs moyens de transmission. Et pour ce qui est de la variole du singe, c'est une maladie dermatologique infectieuse qui va se manifester par des lésions au niveau du corps. Et le contact étroit entre une personne qui fait la maladie et une autre personne qui est saine peut favoriser la contamination à travers les vésicules qu'on voit sur le corps de la personne, et ces vésicules contiennent un liquide, et dans ce liquide le virus est là, et le contact étroit avec la personne qui n'est pas infectée peut favoriser la première contamination. Ensuite, mis à part cela, il y a également que c'est un virus qui se trouve dans la nature, donc, et l'une des voies de contamination, c'est la voie respiratoire. On peut attraper le virus par la voie respiratoire comme ça. Mais aussi, dans les manifestations de la maladie, on peut avoir des signes respiratoires.
quand on contracte le virus par la voie respiratoire, ça peut déclencher des signes respiratoires tels que la toux, l'éternuement et à travers la toux, l'éternuement, les sécrétions que le patient infecté va émettre dans l'environnement peut également favoriser une infection à une autre personne qui est à côté ou bien qui a respiré l'air qui est pollué. C'est un peu comme le cas de la Covid. Oui. Ouais. Et donc, on voit une maladie exponentiellement transmissible, j'allais dire, parce que en dehors du fait que elle va associer donc la transmission par, on va dire, certains des liquides des vésicules, il y a la voie aérobie. Ça double donc un peu le risque de cette nouvelle menace. La voie aérienne ou bien la voie aérienne mais respiratoire, je dis c'est un virus qui se trouve dans l'environnement. Tout à fait. Et donc ça dépend de là où on se trouve. Et donc si on contracte le virus, on peut contracter le virus en n'étant pas en contact avec une personne. Mais il faut qu'on soit dans un environnement où le virus est présent pour contracter ce virus. Mais la voie la plus fréquente, c'est le contact interhumain entre une personne qui est déjà infectée et une personne qui ne l'est pas encore. Et là, il faut que donc les corps se touchent. Il faut que les corps se touchent, oui. D'accord. Mais également, si par exemple la personne qui a déjà la maladie a utilisé un linge, vous avez partagé le même lien avec la personne, une fois que le virus est déposé sur ces surfaces-là et qu'une autre personne vient utiliser les mêmes surfaces, elle peut se contaminer. Donc le virus, on peut manipuler le linge par exemple avec les mains. Après, par inadvertance, les mains sont portées à l'œil, au visage et on va contracter le virus comme ça. Mais la plupart des contaminations, il faut qu'il y ait un contact étroit avec la personne. Il faut que le contact soit vraiment étroit pour que la contamination puisse se faire. Alors, la proximité, comme vous dites, mais on va se poser la question de savoir, vous parliez de signes à l'instant. Alors, est-ce qu'il y a des signes quand même qui sont des signes primaires qui peuvent éveiller l'attention? Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, le visage de la variole du singe lympox, ce sont ces gros boutons, ces grosses vésicules dont vous parliez. Mais est-ce qu'il y a quand même un début de quelque chose qui peut alerter? Oui, au début de la manifestation de la maladie, c'est des signes non spécifiques. Donc, ils ne font pas penser tout de suite à une variole du singe. C'est des signes qu'on voit dans plusieurs maladies, telles que la fièvre, les maux de tête, le mal partout, la personne se sent fatiguée, on a mal aux articulations et autres. Donc ça, c'est des signes qu'on voit partout dans plusieurs maladies, notamment dans le zone tropicale, le paludisme, la dengue et autres. Mais les signes qui peuvent attirer l'attention, en dehors des signes que j'ai cités, il y a ce qu'on appelle l'augmentation, les adénopathies. Donc, les adénopathies, c'est l'augmentation de la taille des ganglions. Les ganglions sont des structures normales de l'organisme et lorsqu'il y a une inflammation, ces ganglions peuvent augmenter de volume. Ces ganglions, on les trouve au niveau cervical, au niveau du cou, au niveau mentonnier, au niveau axillaire et au niveau inguinal entre les cuisses. Et donc, quand il y a une inflammation, ces ganglions peuvent augmenter de volume. Donc déjà, quelqu'un qui fait de la fièvre, en ces temps-là, quelqu'un qui fait de la fièvre et qui ressent une boule dans les selles quelque part, il faut se poser la question, est-ce que ce n'est pas une variole du singe et commencer par prendre des précautions par rapport à cette personne. Maintenant, l'autre signe qui va vraiment attirer l'attention, ce sont ces vésicules-là qui vont apparaître. C'est une maladie qu'on ne peut pas cacher parce que les vésicules sont d'évolution descendante. Ça prend la tête, le visage jusqu'en bas. Et donc, on va avoir une explosion cutanée. On a une éruption cutanée à type de vésicule ou bien de pustule. Et quand on parle de vésicule, de pustule, c'est qu'on a une formation de membrane au niveau de la peau. Et dans cette membrane, il y a un liquide du pus. Et c'est ça qui va, puisque dans l'évolution de la maladie, ces membranes-là vont s'ouvrir et donc faire soudre le liquide à l'extérieur. Et c'est ça, ce liquide-là, qui va contaminer la personne qui a un contact étroit avec le patient qui est en cours de maladie. Alors, la question que j'allais vous poser, est-ce que c'est une nouvelle maladie ou une ancienne maladie? Comment est-ce que l'on a pu peut-être baisser la garde, qu'elle explose aujourd'hui comme ça, si elle n'était pas connue, si elle était connue avant?
je peux dire que c'est une nouvelle maladie par rapport à la terminologie de la maladie, la variole du singe, puisqu'on a connu la variole dans le temps, la variole, si je peux dire, variole humaine, qui, elle, a été éradiquée depuis les années 80 par la vaccination. C'est vrai qu'il y a longtemps. Et donc, depuis là, on en a pu parler de variole, et voilà que la variole du singe survient parce que les manifestations sont similaires, mais sauf que c'est un virus qui a été identifié primairement chez l'animal, le singe. Mais beaucoup d'autres animaux sauvages surtout peuvent être également des réservoirs de ce virus. Mais par prédilection, c'est le singe qui est le réservoir de ce virus. Alors, variole simienne, il y a beaucoup de terminologie et finalement, l'OMS arrive, dégage une terminologie consacrée, l'Mpox. Pourquoi on est allé chercher cette consécration de terminologie? Est-ce que c'est pour peut-être par rapport à des éléments précis ou c'est pour des orientations particulières? Non, Mpox, c'est le nom de la maladie en anglais. Oui. M pour signifier monkey. Monkey, c'est le singe. Voilà, et puis le pox, c'est la variole en anglais. Donc, Mpox, c'est le nom de la maladie. Ou bien, vous voulez monkeypox. Ouais. Monkeypox en anglais. Et c'est ça, donc, qui est la terminologie usuelle aujourd'hui qui permet une certaine universalité et permettre aux gens, puisqu'on connaît donc la portée de la langue anglaise, oui. Donc cela voudrait dire que ça n'a rien de particulier en réalité. Non, ça n'a rien de particulier, c'est juste une terminologie en anglais et c'est plus facile à dire rapidement Mpox que variole du singe. Oui, donc, simienne, voilà. Et comme vous l'avez dit, la langue anglaise est la langue aujourd'hui de... la langue universelle, oui, plus ou moins universelle, voilà. Oui, sinon universelle. Et c'est chez les anglo-saxons le plus souvent qu'on a donc les publications de recherche. La plupart des publications sont anglaises et donc on adopte l'anglais comme langue médicale aussi. Oui. Voilà. Et donc, on a vu un peu, vous avez évoqué les signes. Est-ce qu'il y a une étape ultime de gravité où on va dire que si rien n'est fait, est-ce que forcément, systématiquement, l'on meurt à tous les coups? Alors, heureusement, la variole du singe n'a pas une gravité aussi grande que les autres maladies à portée internationale. Alors, c'est vrai qu'actuellement, la situation dans le monde en Afrique, on a beaucoup de cas, mais il y a très peu de décès. C'est vrai, les décès, ça peut arriver, mais par rapport à d'autres pathologies que nous avons connues, telles que la COVID-19, où il y avait une grande mortalité, ce n'est pas le cas de la variole du singe. Mais les facteurs favorisants ou bien les tares, les comorbidités peuvent, avec la maladie, favoriser le décès. Mais la maladie en elle-même n'est pas pourvoyeur d'un taux de mortalité élevé. Oui. Alors aujourd'hui, vous avez, dans votre intervention, j'ai entendu la situation et en même temps, on a vu les taux de mortalité qui ne sont pas élevés. Alors, premièrement, quelle est la situation aujourd'hui? Quels sont les pays les plus menacés? Chez nous, au Togo, où on se trouve, est-ce qu'il y a vraiment lieu de paniquer ou il faut se rassurer? Non, je pense qu'il n'y a pas lieu de paniquer. Comme on l'a dit, c'est une maladie qui n'est pas aussi méchante. C'est vrai que ça donne un aspect assez surprenant, mais l'évolution de la maladie, avec l'évolution, si elle est bénigne, tout va rentrer dans l'ordre. Maintenant, au niveau de l'Afrique, comme on l'a dit, quand on prend l'Afrique en général, c'est la RDC qui est le pays le plus touché, où on a plus de 98%. Et maintenant, en Afrique occidentale, on a également des pays à côté qui ont déjà notifié des cas. Je vais parler par exemple du Ghana. Déjà, jusqu'au 15 août 2024, la situation en Afrique de l'Ouest a rapporté 4 cas au Ghana, 11 cas en Côte d'Ivoire, 24 cas au Nigeria et 2 cas au Libéria. Donc, la proximité et puis la circulation des populations le Togo est à risque puisque ces pays sont frontaliers. Il y a une permanente des populations entre ces pays et donc on a eu récemment une alerte, mais il s'est avéré que ce n'était pas une variole du singe après les tests qui ont été pratiqués à l'Institut d'hygiène. D'accord. Alors c'est vrai que c'est bon à savoir et de se rassurer,
Mais comme vous le dites, il y a quand même de maintenir la veille et surtout d'être sur le qui-vive parce que ça peut aller très vite, c'est ce que vous dites. Oui, oui, il est important de maintenir la veille. Déjà, au cours de cette semaine, on a eu une réunion au niveau du ministère de la Santé pour définir les différents piliers de cette veille. Oui. Et donc, dans ces piliers, il y a la formation du personnel à la reconnaissance des signes, à la définition des cas. Absolument. Et puis ensuite, la disponibilité des tests de diagnostic pour diagnostiquer les cas qui vont se présenter éventuellement. Donc, il faudrait qu'on se prépare. Ce n'est pas déjà... Il ne faut pas attendre qu'on ait des cas d'abord avant de se préparer. Il faut qu'on se prépare dès l'avance. Et donc, je pense que le processus a commencé. Et le ministre de la Santé, la dernière fois, a donné le temps lors de la réunion. Et donc, un plan sera préparé. Et dans ce plan, maintenant, on va dérouler le plan en fonction des activités et en fonction des ressources. De toute façon, c'est vrai qu'il y a une stratégie de riposte qui est en train d'être envisagée, qui va être une sorte de veille permanente dorénavant, avec beaucoup d'expériences tirées, de leçons tirées de la Covid-19. On espère que cela puisse quand même aider à ne pas vivre ce que l'on a vécu avant. Alors, vous le dites, quand on va avoir tout cela sur le corps, alors est-ce que ça va agir sur d'autres organismes? Vous avez parlé aussi des facteurs qui peuvent quelque part amener à des taux de mortalité élevés. Tout cela, c'est encore, mais qu'est-ce que c'est concrètement? Qu'est-ce qu'on va pointer du doigt? Est-ce que ce sont les comorbidités avec des maladies particulières qui ont des similitudes avec celles-là? Vous avez parlé de la dengue quelque part, j'ai entendu des choses. Est-ce qu'il y a des cibles particulières qui doivent être suivies de très près? Alors, si on se réfère toujours à la Covid-19, la mortalité était très élevée chez les personnes qui avaient des tares. Donc on entend par tare ceux qui ont des maladies chroniques, donc hypertendus, diabétiques et autres, les drépanocytaires. Donc toutes ces personnes-là, avec leur tare, ont déjà une fragilité immunitaire et donc une maladie infectieuse qui vient se greffer à cette fragilité immunitaire peut favoriser une inflammation ou bien une infection sévère et également augmenter le risque de décès. Donc, comme je disais encore, je le répète encore, la variole du singe à elle seule n'est pas aussi grave. Mais on peut avoir des décès. Les décès peuvent survenir. D'abord, c'est l'ampleur de l'inflammation qui peut être un facteur de décès. Donc, si l'infection est sévère, évidemment, la personne peut succomber. Donc, je prends l'exemple des maladies que nous avons habituellement. Je prends un paludisme. Un paludisme, on prend 2 enfants qui font un paludisme. L'un, ils ont un paludisme grave, mais l'un va sortir guéri, mais l'autre peut succomber. Du fait de son immunité et puis du fait du retard diagnostique, ainsi de suite. Donc, il y a tous ces facteurs-là qui peuvent concourir au décès si on revient à la variole du singe. Mais il ne faut pas occulter les tares, les facteurs qui sont des facteurs favorisants qui vont entraîner des décès aussi élevés. Voilà. Alors c'est vrai qu'habituellement, quand on voit cela, on a déjà la variole du singe, que ce soit à l'étape où on voit, c'est-à-dire que ces explosions cutanées qui peuvent donc, disons, représenter le vrai visage de la maladie. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a peut-être, je ne sais pas, les gens, il y en a qui prennent de l'alcool, il y en a qui prennent du tabac. Est-ce que ce sont des éléments aussi qui peuvent concourir à aggraver la situation des gens qui sont contaminés? Oui, le tabac et l'alcool détruisent l'immunité. Oui. D'accord. Si on prend l'alcool, ça détruit l'immunité, ça détruit les cellules hépatiques, alors que le foie est un organe qui entre dans notre système immunitaire. Et le tabac également détruit l'immunité, souvent une immunité qui est locale, une immunité au niveau des voies respiratoires, en détruisant les cellules qui sont chargées de protéger le système respiratoire des infections. Donc le tabac va détruire ces cellules-là et donc la personne est une porte d'entrée pour des infections respiratoires. Donc quand vous prenez un tabagique, il a souvent une bronchite à répétition, il tousse souvent, c'est parce qu'il a une baisse de l'immunité. Et donc, il va avoir des bronchites à répétition. Ouais. Donc,
déjà que l'immunité est baissée, c'est un facteur favorisant pour faire une infection grave d'une quelconque maladie. Alors, d'une quelconque maladie, vous le dites si bien, heureusement, il y a une prise en charge. Oui, il y a une prise en charge. La prise en charge, d'abord, c'est une prise en charge locale par les lésions, les vésicules et autres. Oui. Mais également, il y a un antiviral qui a une efficacité sur le virus. D'accord. Et puis, il y a également la vaccination qui est là. La vaccination qui est là pour la prévention de cette infection. Alors, docteur, c'est vrai que vous avez eu à participer à une réunion avec l'autorité sanitaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on dispose de ces vaccins? On dispose d'assez de tests si jamais l'on devrait quand même faire face à une situation, on va dire, épidémique fulgurante. Vous l'avez dit, nos frontières sont poreuses. On peut s'attendre à tout si, effectivement, rien n'est fait pour déjà circonscrire et prendre en charge les quelques cas recensés dans les pays voisins. Oui, la rencontre, mais la réunion que nous avons eue avec l'autorité, c'est justement pour se préparer. Oui. Et donc tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a un plan de riposte qui sera élaboré. Et dans ce plan, tous les piliers, toutes les activités seront dans le plan. Et c'est à partir du plan qu'on pourra par exemple dégager des moyens, des fonds, ou bien aller vers les partenaires pour aider à tel ou tel aspect du plan. Donc il faut avoir un document de base d'abord. Et le plan, il y a plusieurs piliers. Il y a le pilier de la surveillance, le pilier de la prise en charge, la prévention, le pilier de la prévention contre les infections. Il y a plusieurs. Donc le plan va dérouler tous ces piliers et maintenant, il sera budgétisé. Et c'est comme ça qu'on pourra maintenant demander de l'aide aux partenaires et puis l'État également pourra appuyer par rapport à ça. Sinon, sans document, on ne peut pas aller dans le vide demander Pendant ce temps qu'on en parle, il y a eu une fausse alerte, vous avez dit. Alors aujourd'hui, en l'état, qu'est-ce que les gens doivent faire? Oui, aujourd'hui, en l'état, qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai dit tout à l'heure qu'au début de la maladie, les signes sont non spécifiques. Mais il y a des signes pour lesquels il faut faire attention, notamment lorsqu'on sent déjà une augmentation de la taille des ganglions d'une partie du corps. Il faut se poser la question. Ce qui est vraiment très frappant, ce sont les vésicules là qui vont apparaître sur le visage. Et donc déjà, lorsqu'on a en communauté quelqu'un qui a de ces signes-là qui sont vraiment très patents, il faut l'isoler. Donc des boutons qui apparaissent, il faut déjà, sous les aisselles, il faut déjà aller en consultation. Le personnel soignant puisse faire vraiment la sémiologie de ces lésions pour se situer. Est-ce qu'on est devant une variole du singe ou parce qu'il y a d'autres maladies qui peuvent donner les mêmes éruptions. Donc il faudrait qu'un œil avisé puisse faire la part des choses. Donc il faut que la personne concernée aille à l'hôpital et si vraiment il y a des signes vraiment de suspicion, on doit l'isoler pour éviter la contamination, bien le contact avec les autres pour favoriser la contamination. Donc déjà, c'est de se rendre dans un centre de santé et là, le personnel soignant avisé fera ce qu'il faut pour lutter contre la propagation de la maladie. Alors, tout ce que vous avez décrit à l'instant comme signe, comme apparition, est-ce que cela va se passer de la même façon chez le bébé, chez l'enfant et peut-être chez les adultes? Oui, les signes sont les mêmes. Les vieux, je veux dire. Oui, les signes sont les mêmes, quelle que soit la tranche d'âge, les signes sont les mêmes. Ce sont des vésicules, des pustules qui apparaissent de la tête jusqu'aux pieds. Et dans le cas de la variole du singe, ces vésicules peuvent apparaître même dans la paume des mains, dans la plante des pieds, ce qui n'est pas le cas par exemple avec la varicelle. La varicelle est une maladie éruptive comme la variole, avec des vésicules. Sauf que dans la varicelle, on n'a pas de grosses vésicules comme dans la variole. Donc il y a déjà la grosseur des vésicules et la topographie des vésicules. Dans la varicelle, on n'a pas de lésion dans la paume des mains, on n'a pas de lésion dans la plante des pieds. Mais dans la variole, il y a des lésions dans la paume des mains. Donc déjà aussi, c'est un signe qui permet, un personnel qui est avisé, c'est qu'une varicelle ne sort pas dans la paume des mains et la plante des pieds. Donc déjà, il doit se mettre à l'idée que ça peut être une variole du singe.
Donc, tout le monde doit être sur le qui-vive, être à l'écoute de son propre organisme, s'observer soi-même, se mirer tous les matins profondément, pourquoi pas, pour s'assurer que tout est bien, la surface donc poussière se porte bien et qu'il n'y a pas de nouveaux éléments. Nouveaux éléments, donc comme vous l'avez dit, un petit abcès. C'est vrai, vous avez pratiquement tout dit. Ce qu'on peut au moins et du moins se retenir pour le moment sur la variole du singe pour la population. Avez-vous un dernier message à l'endroit de ceux qui nous regardent? Oui, le dernier message à l'endroit de ceux qui nous regardent, c'est la vigilance. Oui. La vigilance, c'est à travers ces signes que nous avons décrits. Dès qu'on a un cas suspect dans la communauté, il faut l'inciter à se faire consulter. Quand le cas, les signes suspects, ce sont ces éruptions cutanées là qui vont apparaître sur le corps. Et déjà, dès que ça commence, il faut déjà que la personne concernée fasse une consultation. Et une fois à l'hôpital, si vraiment il y a des signes de suspicion, on va l'isoler et puis prendre les mesures qu'il faut pour sa prise en charge. Alors, c'est vrai que c'est à la fois en même temps une maladie stigmatisante parce que quand on va commencer par voir les gens comme ça, les gens ne supportent pas forcément le regard qu'on adresse aux gens, ne va pas être forcément un regard favorable. C'est de faire attention aussi pour que ça ne se brute pas trop et que la panique se sème. Savoir comment circonscrire le cas, le prendre véritablement en charge avec soin, avec beaucoup de discrétion, non? Oui, déjà l'aspect des lésions au niveau corporel, déjà, dans quelqu'un qui a de ces lésions à la maison, même si cette personne ne veut pas d'elle-même venir à l'hôpital, je pense que l'entourage doit forcer. Doit forcer parce que c'est déjà un facteur de contaminer les autres qui ne sont pas infectés. Donc, il faut que tout le monde s'y mette. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas vouloir venir à l'hôpital parce qu'ayant peur et autres, et vont vouloir se cacher à la maison alors qu'ils exposent les autres personnes. Donc, ça veut dire que c'est tout l'entourage qui doit se mobiliser. De gré ou de force, on doit l'isoler. Et pour le meilleur endroit pour être pris en charge, c'est à l'hôpital. Voilà donc le meilleur endroit pour être pris en charge quand on soupçonne ou quand on a donc ces apparitions dont nous avons parlé et qui renvoient à la variole du singe. Il faut se rendre à l'hôpital. Tout est bien qui finit bien, comme dit-on, avec le docteur Lidor Bawe sur la variole du singe. N'ayez pas peur, mais seulement soyons vigilants. À très bientôt.